Après l'excellent topo de Cyril, je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à dire. Enfin, on avait fait un petit peu la review des traitements médicaux l'année dernière, des amyloses à transthyrétine. Donc, voilà, je viens simplement faire une petite actualisation. Je pense que ce qui est vraiment important de comprendre maintenant dans ces amyloses à transthyrétine, c'est un concept qu'on n'avait pas forcément il y a 6-7 ans au moment du début des premiers essais thérapeutiques, notamment du tafamidis. C'est que vraiment il y a différents types de cette maladie, différents phénotypes. Donc là, j'ai mis simplement pour donner l'exemple des 75 nouveaux patients qu'on a recrutés depuis qu'on a monté le réseau amylose. Il y a vraiment ce phénotype-là qui est le phénotype portugais, qui est toujours lié à la mutation MET30, où le diagnostic est facile parce qu'il y a l'histoire familiale, et donc on arrive à faire le diagnostic très rapidement dans les 2 premières années de la maladie, on va dire, et où c'est vraiment la formule de la neuropathie qui progresse, vous avez toujours par ce même schéma. Et puis vous avez tout ce groupe de patients que j'ai appelés non portugais, qui sont des patients donc beaucoup plus hétérogènes, où il y a plein de variantes différentes, et qui ont une hétérogénéité dans leur présentation, et on a vraiment beaucoup mieux caractérisé ça ces dernières années, avec une présentation qui peut être cardiaque pure dans 20% de cette série plus récente, qui est mixte ou qui est à présence neuropathique. Et je pense que finalement, ce n'est pas les mêmes patients, donc probablement dans le futur, il va falloir adapter les traitements et les différents traitements dont on dispose à ces différentes présentations. Là aussi, autre chose, c'est que c'est des patients beaucoup plus âgés qui sont en moyenne autour de 58 ans et souvent avec une difficulté diagnostique parce qu'il n'y a pas l'histoire familiale. Donc, on les prend plus tard, on les prend avec souvent 2 ou 3 ans de retard diagnostique, donc déjà un handicap plus important que ces patients portugais. Alors, bon, on a entendu parler du premier aspect du traitement qui est apparu en 1990, la transplantation hépatique. Simplement pour remettre un tout petit peu les choses, voilà, on a le tétramère, la transthyrétine, qui, déstabilisé par une mutation, se dissocie en monomère, se replie et forme le dépôt. Alors bien sûr, voilà une coupe de nerfs transversale où vous voyez qui est bourrée de dépôts d'amylose et où il n'y a pratiquement plus de fibres nerveuses. Vous voyez, ces fibres sont là entourées de myéline, il n'y en a pratiquement plus. Si on arrive pour traiter à ce stade-là, bien sûr, c'est beaucoup, beaucoup trop tard. Et donc, les traitements qu'on a actuellement sont simplement des traitements qui, finalement, préviennent la formation de dépôts supplémentaires. D'où vraiment l'utilité d'essayer d'arriver très tôt dans le processus et de développer tous ces marqueurs qu'on vous a montrés ce matin de diagnostic très précoce du début de la maladie. Alors, on a entendu parler de la transplantation hépatique, donc voilà, je vais pas revenir dessus. Simplement pour vous dire que c'était le premier traitement qu'on a eu et ô combien on était content de l'avoir. Que la transplantation hépatique, vous voyez, c'est le registre international de ces transplantations qui est tenu en Suède par professeur Eriksson, et vous voyez que les transplantations hépatiques dans cette indication sont vraiment en train de diminuer, et ce, depuis finalement le premier essai du tafamidis, et c'est vraiment en chute libre. Est-ce que ça restera comme ça ? On verra, et on verra peut-être au fil des années. Ça va être intéressant. Simplement, donc, cette courbe que Cyril vous a montrée, simplement pour différencier déjà un petit peu ces différents types de patients dont je vous ai parlé. Il y a donc ceux qui font très bien avec la transplantation hépatique, c'est la majorité, c'est les patients MET30 avec un début précoce, c'est-à-dire autour de 30 ans. Ceux-là, quand ils sont transplantés, vous voyez, à 15 ans, il y a une survie qui est excellente, qui est autour de 80%. Et ceux-là sont vraiment tout à fait stables. Moi, j'ai des patients portugais qui ont maintenant une quarantaine d'années, qui ont été transplantés il y a 15 ans, qui vont très très bien, qui sont complètement stables. Simplement, il y a un suivi cardiaque, bien sûr, qu'il faut poursuivre, car l'aspect cardiaque n'est pas stabilisé. Et puis, il y a toutes ces autres catégories de patients plus âgés, MET30 ou non MET30, et puis les patients qui ont les autres mutations, y compris des patients jeunes, ceux-là ont une survie qui est moins bonne à 15 ans. Alors, je ne dis pas qu'il faut éliminer, il ne faut pas proposer la transplantation hépatique à aucun de ces patients-là, mais on sait que le pronostic est quand même moins bon.
Et c'est dans toute cette catégorie de patients en particulier qu'on a envie vraiment de voir développer des nouveaux traitements et d'autres traitements. Alors, qu'en est-il? Voilà où est-ce qu'on peut essayer d'intervenir dans la cascade de l'amyloïdogénèse. Alors, les premières interventions dont on va reparler, c'est d'essayer de stabiliser ce tétramère, et c'est ce que fait le tafamidis et d'autres qui apparaissent maintenant, dont le diflunisal, dont je vous dirai un petit mot. Donc ça, c'est la première intervention thérapeutique. Deuxième intervention thérapeutique, d'ailleurs, j'insiste sur le fait que ces interventions thérapeutiques que je vais décrire ne sont pas du tout exclusives et que probablement un jour, on arrivera à des combinaisons, et j'espère même à des combinaisons qui seront vraiment ciblées en fonction des différentes catégories de patients. Deuxième intervention thérapeutique dont on parlera rapidement, c'est d'intervenir au niveau du gène, donc c'est une intervention de thérapie génique, et on a actuellement 2 protocoles qui sont en cours d'installation ou en cours de réalisation. Et puis troisième intervention, c'est d'essayer d'agir au niveau du dépôt lui-même pour essayer, donc là cette fois-ci, d'obtenir une résorption de l'amylose. Il y a des pistes, il y a des essais thérapeutiques qui sont en train en phase 1 chez l'homme. Julian Gilmore, je ne sais pas s'il est encore là, pourrait en dire un peu plus que moi. Mais donc c'est une voie qui est seulement en cours de développement. Donc on va parler plus de ces 2 premiers aspects. Le tafamidis, bon, on en a parlé déjà l'année dernière. Je voudrais vous donner un petit peu une update de où est-ce qu'on en est. Bon, vous savez que c'est un stabilisateur de la transthyrétine qui se met dans le puits central. Vous voyez, c'est bien démontré dans les études cristallographiques. Et il stabilise ce tétramère. Ce tétramère, donc, a tendance à disparaître et est instable quand il est spontanément, et quand il est en présence de tafamidis, il est bien stabilisé, et ce, avec les différentes mutations, y compris dans la forme sauvage. Donc c'est bien démontré in vitro. Alors, il y a eu ces essais thérapeutiques. L'essai pivot a démarré en 2007. Bien sûr, je ne vais pas vous redonner tous les aspects de cet essai. Je crois qu'il faut retenir quelques aspects. On a maintenant du recul, hein. Les premiers patients donc, ont été inclus en 2007, 18 mois, puis il y avait une extension de 12 mois, et on a une autorisation de mise sur le marché, on va voir dans quelles conditions, depuis 2011. 128 patients avaient été inclus. Je voudrais insister sur le fait que ces patients étaient essentiellement des patients d'origine portugaise, donc le profil qui répond très bien à la transplantation hépatique, autrement dit. Donc ce sont des patients M30, jeunes, qui ont été inclus et qui avaient une neuropathie débutante, c'est-à-dire à un stade essentiellement sensitif et très peu d'atteintes motrices. Mais néanmoins, vous voyez que sur cette échelle d'évaluation neurologique, plus cette échelle monte, plus l'aggravation de la neuropathie est importante. Eh bien, vous voyez que dans le groupe placebo, il y a une aggravation qui est nettement plus importante que dans le groupe tafamidis. Et à partir du moment où le patient reçoit le tafamidis, eh bien, la neuropathie s'aggrave moins lorsqu'on s'en réfère à cette échelle de la NIS qui est ici uniquement pour les membres inférieurs. Ces résultats étaient juste significatifs. Un autre élément important, c'était la prise de poids de ces patients qu'on voit bien ici, c'est l'index de masse corporelle avec un index qui augmente chez les patients traités alors qu'il diminue chez les patients placebo, et à partir du moment où ils reçoivent le traitement, cet index réaugmenté. Voilà, c'était les 2 principaux résultats de cet essai qui est très important, qui montraient clairement un ralentissement d'évolution de la neuropathie chez ces patients M30 jeunes à un stade de début. Alors, ceci a abouti à une autorisation de mise sur le marché avec, donc pour des patients avec une neuropathie à transthyrétine à un stade de début, c'est-à-dire qu'il y avait une marche stade 1, c'est-à-dire une marche autonome ou qui pouvait marcher avec une aide. Le stade 1, c'est le stade des patients qui avaient une marche autonome, toute mutation confondue. En tout cas, en France, c'était le label de l'autorisation de mise sur le marché qu'on a eu. La même AMM a été obtenue au Japon.
Elle n'a pas été obtenue par contre aux États-Unis. Il faut dire qu'aux États-Unis, le profil de patients d'amylose à transthyrétine n'est pas le même, et c'est surtout des patients qui ont une présentation mixte avec une grosse atteinte cardiaque. Dans ces essais, l'effet cardiaque du tafamidis a été oublié en quelque sorte, ou en tout cas n'a pas pu être analysé, ce qui vraiment est dommage. Alors je voulais juste vous faire une petite update de nos patients pour lesquels on a un suivi maintenant de plus de 18 mois. Donc on a un groupe de patients qu'on a extrait de notre base de données. En tout, on a à peu près une quarantaine de patients maintenant qui ont reçu de tafamidis. 22 patients l'ont reçu pendant plus de 18 mois. Vous voyez, des mutations MET30, des mutations non MET30, un âge relativement important, en tout cas beaucoup plus important que celui qui était dans l'essai clinique, 62 ans en moyenne, avec une répartition. Alors, ça, c'est le stade de marche. Ça, c'est l'index de Karnofsky que vous connaissez tous. Le stade de marche, le stade 1, le patient a des troubles sensitifs, mais peut marcher sans gêne, avec un périmètre de marche illimité. Le stade 2, il a des troubles sensitifs, il marche sans aide, mais il est limité, c'est-à-dire qu'il fatigue au bout de 100 à 200 mètres, par exemple. Stade 3A, il marche avec une aide. 3B, il marche avec 2 aides. Stade 4, il ne peut plus marcher. Alors, voici les données, en tout cas sur ce stade de marche, qui est un indicateur assez grossier, on en convient, mais enfin, c'est un résultat qui est quand même important pour le patient lui-même, avec, vous voyez, un follow-up qui est autour de 31 mois pour ces patients. On voit que 11 patients ont un score de marche qui est stable. 5 patients, donc c'est les patients qui sont en gris sur l'échelle, 5 patients restent avec un périmètre de marche illimité, des troubles sensitifs, voire quelques troubles moteurs, mais un périmètre de marche illimité sans aide. 4 patients sur les 5 restent avec une marche sans aide mais limitée. Aucun des patients avec une marche avec aide, et pour ceux qui marchaient avec 2 aides et qui ont été mis sous tafamidis, ceci a été possible parce qu'on a eu des ATU, on a eu un programme d'ATU entre la fin des essais cliniques et le début de la commercialisation. Eh bien, 2 d'entre eux sont stables. Autrement dit, 11 patients sont stables avec un suivi donc, moyen de 31 mois. Alors, les patients qui s'aggravent, voilà comment ils s'aggravent. Donc, c'est 11 patients. Vous voyez qu'ils s'aggravent de manière très variable. Il y en a qui s'aggravent assez rapidement, sur les deux, entre 18 et 24 mois, qui grimpent d'un stade à l'autre. C'est-à-dire que du stade de périmètre de marche illimité, ils deviennent limités, ou limités sans aide, ils passent avec une aide, ou alors ils s'aggravent vraiment très, 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 très progressivement, mais ils s'aggravent. Donc la moitié des patients s'aggravent. Voici ici l'échelle de Nice pour ces 22 patients. Et vous voyez que sur ces 22 patients, alors en bleu, en rouge, c'est la baseline, c'est-à-dire au moment où on les a mis sous tafamidis. En bleu, c'est la dernière évaluation, donc au moins depuis 18 mois, en moyenne 31 mois. Et on voit quand même que ces patients, dans l'ensemble, ont une aggravation du score neurologique, mais un petit groupe de patients qui sont ici entourés en vert restent stables. Donc il y en a 4, ce qui n'est pas énorme, j'en conviens. C'est une évaluation qui est beaucoup plus fine que le score de marche, mais il y a quand même 4 patients qui restent stables. Autrement dit, à cette dose-là de tafamidis, la neuropathie certainement est ralentie. C'est insuffisant pour stabiliser les patients, mais il y a quand même quelques patients qui arrivent à être stabilisés à 3 ans. Donc je pense que c'est un résultat important à connaître, parce qu'autrement dit, il y aurait probablement des meilleurs répondeurs que d'autres. Alors bon, c'est assez bien toléré, et on a eu, sur les 6 patients qui ont arrêté le traitement, 4 décès, essentiellement donc de causes cardiaques. Alors, depuis 1 an, on a eu des résultats très intéressants d'un autre stabilisateur de la transthyrétine, qui est le diflunisal. On a eu ces résultats donc, en novembre dernier au congrès de Rio, au Brésil, avec les résultats de cette étude qui a été longue à mener, qui est menée depuis 2006 avec ce produit qui est le diflunisal. Le diflunisal, c'est l'ex-dolobis, un anti-inflammatoire,
qui a des propriétés de stabilisation de la transthyrétine, moins importantes que le tafamidis, mais qui a une bonne affinité pour la transthyrétine. Alors, un groupe international académique uniquement a mené cette étude, qui est une étude qui a été menée sur 2 ans, randomisée contre placebo pendant 2 ans, qui a été menée donc entre 2006 et 2012, avec donc une inclusion de finalement 130 patients randomisés entre placebo et diflunisal à la dose de 500 mg par jour. Alors, c'est difficile de lire, mais je vous résume juste deux ou trois choses importantes. D'abord, l'âge des patients est beaucoup plus élevé, puisqu'il est autour de 60 ans. Les 2 groupes placebo et diflunisal étaient tout à fait comparables. Ils ont inclus dans cette étude des mutations MET30 et des mutations non MET30, donc un panel de patients beaucoup plus hétérogène que dans l'étude pivot du tafamidis, et des scores, vous voyez, des patients avec des scores de marche qui vont de 1 à 4, donc également un panel de patients plus hétérogène. En termes de résultats, il apparaît qu'après 2 ans, sur le score de Nice, alors le score de Nice avec l'électrophysiologie et le score de Nice seul, qui est un score d'examen neurologique, finalement, il y a une différence significative en faveur du bras diflunisal. Et donc, les patients traités par diflunisal s'aggravent beaucoup moins vite que les patients sous placebo. En revanche, il n'y a pas de prise de poids, il n'y a pas d'augmentation de l'index de masse corporelle modifié. Et le score de Kumamoto, qui est un autre score qui prend en compte notamment des troubles dysautonomiques, est également avec une différence significative. Autrement dit, pratiquement sur tous les paramètres indiquent dans cette étude, qui est encore une fois bien menée, qu'il y a, grâce au diflunisal, un ralentissement d'évolution de la neuropathie. Je n'ai pas d'indicateur à vous donner sur le cœur. Ceci a été donc publié dans JAMA. Je n'ai pas d'indicateur à vous donner sur le cœur, car ça n'a pas été encore publié. La tolérance de ce produit, évidemment, est bien connue, puisque c'est un produit qui est utilisé depuis très longtemps, qui est encore commercialisé aux États-Unis et au Canada, avec quelques troubles gastro-intestinaux et quelques troubles rénaux. Voilà, donc c'est un outil thérapeutique certainement intéressant à considérer dans l'arsenal thérapeutique qui s'enrichit donc au fil des années. Et puis il y en a d'autres, donc vous voyez, j'ai simplement sélectionné 2 des derniers stabilisateurs qui ont eu des belles publications, et il y en a bien d'autres qui sont à l'étude actuellement. Alors, juste un petit mot sur l'autre versant des nouveautés thérapeutiques qui sont donc la thérapie génique. C'est-à-dire qu'on a actuellement 2 modalités de thérapie génique qui sont en cours d'étude. Le premier, c'est celui-ci, c'est un ARN antisens qui donc interfère avec la production, la transcription de l'ADN en ARN. Il se fixe donc en 3' et il intervient donc quel que soit le type de mutation, MET30 ou tous les autres types de mutations. Il a été développé en modalité sous-cutanée 1 fois par semaine, et donc la cible sont les hépatocytes, et donc il s'incorpore au noyau des hépatocytes et donc va interférer avec la transcription du gène transthyrétine. Alors les résultats étaient très favorables chez la souris, avec une diminution à la fois de l'ARN messager, de la transthyrétine, mais aussi du taux de protéines, et un essai de phase 1 a montré les mêmes résultats. Alors ceci, c'était les résultats chez la souris, avec à la fois en ARN messager et en protéines, et puis les résultats chez les volontaires sains, avec, donc vous voyez, une belle diminution jusqu'à pratiquement 80% de diminution de synthèse de la transthyrétine, à la fois donc transthyrétine sauvage et transthyrétine mutée. Donc sur les bases de cette étude de phase 1, des doses ont été fixées, et donc actuellement une étude de phase 2-3 est en cours et a commencé en juillet 2013. Donc on a déjà un recul d'1 an pour quelques patients. Ça fera l'objet
des communications des années futures. Et puis un deuxième produit, qui est un produit très intéressant également, qui est un ARN interférent, donc qui là finalement intervient dans la dégradation de l'ARN messager. Donc là, la formulation qui a été développée est une formulation intraveineuse, et donc il y a eu deux formulations développées. Donc c'est une administration intraveineuse. Donc la première formulation de ces nanoparticules qui là encore ciblent les hépatocytes et les noyaux des hépatocytes a été donc essayée chez des patients avec différents types de mutations amylose à transthyrétine. Et puis une deuxième formulation a été développée durant l'essai, qui semble beaucoup plus puissante et qui a été essayée cette fois chez les volontaires sains. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a donc ça, c'est l'essai chez les patients. Donc, c'est la première formulation. Et on voit qu'il y a une belle diminution du taux de transthyrétine, donc à la fois, encore une fois, en ARN messager, mais aussi en taux plasmatique, donc chez des sujets porteurs de différentes mutations, jusqu'à 80, voire même plus de 90% de suppression de la transthyrétine mutée et sauvage. Et ceci a été confirmé par la deuxième formulation de nanoparticules qui donne ces résultats, donc avec une dose fixée à 300 mg. Et ceci donc permet de manière, avec une administration tous les 3 semaines en intraveineux, permet une diminution régulière du taux de transthyrétine mutée et sauvage à plus de 80%. Donc il reste maintenant à savoir si ceci va avoir une traduction clinique, et donc les essais de phase 3 sont en train de débuter pour la neuropathie et également pour l'essai cardiaque. Voilà. Et puis, bon, il y a d'autres pistes. Juliane Gilmore pourrait nous en parler de manière beaucoup plus approfondie sur notamment les anticorps, donc, qui cibleraient cette fois-ci le dépôt d'amylose. Voilà, je laisse la parole, simplement pour vous dire que les choses, comme vous voyez, avancent très vite avec le tafamidis uniquement l'année dernière. Cette fois-ci, on a le diflunisal qui a montré la preuve de son efficacité sur ces amyloses à transthyrétine, en tout cas sur la neuropathie. Et puis les protocoles de thérapie génique qui ont été initiés ou sont en train d'être initiés, avec heureusement des études parallèles à la fois sur les effets cardiaques et sur les effets neuropathiques. Probablement, on arrivera à une polythérapie à un moment donné. N'oublions pas le conseil génétique, la détection des porteurs pour faire le diagnostic au plus tôt de cette maladie et intervenir au plus tôt. C'est maintenant quelque chose qui devient obligatoire. Merci beaucoup.